La première question que je souhaitais vous poser, M. Best, c'est quelle est la situation, en réalité, la situation épidémique ce soir au CHU de Nîmes et globalement sur le territoire nîmois? Alors, sur le département du Gard, le taux d'incidence est le plus élevé de tous les départements d'Occitanie, avec plus de 700 patients détectés, enfin 700 incidences pour 100 000 habitants. S'agissant du CHU, donc, nous avons 80 patients pris en charge, dont 40 en soins critiques. Et je le dis tout de suite, sur les 40 en soins critiques, 90% sont non vaccinés, c'est-à-dire 10% de la population générale qui n'est pas vaccinée représente 90% de l'occupation en soins critiques. Donc ceci dément tous les discours aberrants sur la non-efficacité du vaccin qui, je le confirme, évite les formes graves. Et par ailleurs, malheureusement, comme ça a été rappelé par notre chef de service de réanimation, dans les 10% censés être vaccinés en réanimation, en fait, c'est des faux vaccins. Oui, parce que la problématique, elle est là. Et des défauts de prise en charge. D'ailleurs, on a entendu cette semaine, d'ailleurs, quand je me suis levé, cette semaine, j'ai entendu sur France Info, il y avait un chef de service du CHU de Nîmes qui s'exprimait. Et en fait, il y a une vraie problématique, c'est qu'on a des faux passes sanitaires, donc des gens qui disent qu'ils sont vaccinés et en réalité ne le sont pas. Et qui développent des formes graves, non détectées dans leur arrivée à l'hôpital et qui terminent en réanimation avec des retards de prise en charge liés à leur fausse déclaration. Donc c'est préjudiciable à l'ensemble de la collectivité, comme évidemment à eux-mêmes, avec des retards de prise en charge, puisque les prises en charge pour des patients vaccinés ne sont pas les mêmes que pour des patients non vaccinés, notamment en soins critiques. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à cette 5e vague? On a eu l'occasion, bien évidemment, sur les autres vagues, de vous entendre. Mais est-ce que ce soir, le directeur général du CHU de Nîmes, il est inquiet? Donc je veux d'abord souligner l'extrême résilience des équipes médicales et soignantes, puisque effectivement cela fait 2 ans qu'on adapte de manière continue les organisations hospitalières aux vagues, à leur reflux ou à leur recrudescence. Ce qui m'inquiète, c'est que malgré le doublement des lits de soins critiques, ce qui est un effort considérable, puisqu'on est passé de 30 lits à 50 lits de réanimation et de 10 lits à 35 lits de surveillance continue, ces lits sont aujourd'hui tous occupés et que, contrairement aux vagues précédentes, nous avons l'arme du vaccin qui évite et qui a diminué de moitié l'occupation des lits de réa, mais que cela ne suffit pas. Il n'est pas pensable de sacrifier ces activités au profit de patients non vaccinés qui arrivent en réanimation par flux continu. Donc, ce que vous nous dites ce soir, monsieur le directeur, c'est qu'il n'y a pas, pour l'instant, de stratégie de déprogrammation à ce stade? Non, mais on y sera peut-être conduit malgré tout, parce que malgré le doublement des lits de réa, cela ne suffira peut-être pas. Au jour d'aujourd'hui, on a tous nos lits, nos 90 lits de soins critiques occupés. Par ailleurs, toutes les régions sont à la même enseigne, donc on ne pourra pas organiser des transferts comme on l'a fait au cours de la vague d'octobre-novembre 2020. Dans d'autres régions, je vous rappelle qu'à l'époque, on avait 300 patients pour Covid à Carremo, dont 70 en soins critiques. Donc, cette fois-ci, on en a 80, dont 40 en soins critiques, mais on a les lits occupés par toutes les autres pathologies, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, puisqu'il y avait un confinement de la population qui avait réduit les autres activités hospitalières. Cette fois-ci, les urgences sont pleines. Depuis le début de votre émission, 50 passages aux urgences, 350 passages par jour, sur toutes les pathologies hivernales, y compris des sujets jeunes en pédiatrie, bronchiolite, défaillance respiratoire du sujet âgé, avec notamment les épisodes grippaux, conduisent à une recrue épidémique qui double la 5e vague des autres pathologies qui, contrairement à l'année dernière, sont recrudescentes. Et donc l'hôpital doit faire face à toutes les pathologies et à leur recrudescence en même temps. Bon, j'avais prévu de vous inviter, bien évidemment, dans notre émission pour parler d'avenir, de parler des projets, des bonnes nouvelles pour le CHU, parce que les nouvelles sont nombreuses et sont très positives, mais j'étais contraint, bien évidemment, de vous parler de cette 5e vague. Disons un mot tout de suite sur les projets de l'établissement. Il y a eu des bonnes nouvelles, puisque l'État est venu effectivement appuyer financièrement les projets de l'établissement nîmois. Je présume que c'est une satisfaction? Alors c'est une satisfaction parce que ça va nous permettre d'accélérer les projets d'investissement qui sont indispensables. On le voit, notre problème c'est le manque de lits, le manque de capacitaires sur le post-urgence, sur la cancérologie, sur l'activité ce qu'on appelle interventionnelle, c'est-à-dire les prises en charge en médecine et radiologie interventionnelle,
sur l'endoscopie ou sur des activités des maladies chroniques dont le taux d'incidence dans le Gard flambe, que ce soit le diabète, l'insuffisance rénale chronique. Et donc ces crédits vont nous permettre de réaliser ces projets dans un temps et sur une période de temps plus courte que ce qui avait été envisagé au départ. On est à quelle échéance? On est à 10 ans? On est à 15 ans? On est sur des projets qui seront tous réalisés à l'horizon 2027. D'accord. On va lancer les programmes pour l'extension du bâtiment de cancérologie, le plateau interventionnel et l'extension de médecine chronique dès l'année prochaine. Et ces programmes sont quasiment bouclés. Et je rappelle qu'on a 2 énormes chantiers en cours. Un bâtiment de gériatrie, médecine physique, réadaptation de 60 millions d'euros et une surélévation de tout le bâtiment Caraïmo Sud pour les lits post-urgence qui nous font défaut actuellement, notamment les lits de soins critiques. Donc tout ça est permis et boosté par ces millions d'euros. Et ça vient compléter également le centre de Serre-Cavalier qui fera l'objet d'une rénovation de ses pavillons et des chambres individuelles. Je remercie les élus qui, au passage, ont soutenu tous, dans le cadre du groupement territorial, ces projets. Les élus représentants au comité des élus du GHT, Madame Dumas, le sénateur Burgoa. Bref, il y a eu une union et un soutien des élus auprès des décideurs, puisque la décision était gouvernementale sur les arbitrages finaux de l'allocation de ces enveloppes qui sont conséquentes et pour lesquelles on a obtenu quasiment autant que le CHU de Toulouse. Mais évidemment, maintenant, il nous appartient de mettre en œuvre rapidement ces projets. C'est des crédits de relance, donc ce n'est pas des crédits pendant 10 ans. C'est des crédits qui doivent faire l'objet de procédures de travaux rapides, donc en contrat global et forfaitaire pour aller plus vite, en conception-réalisation. Et donc les programmes fonctionnels sont bouclés, quasiment bouclés sur les 3 projets. Et donc il y aura 2 nouvelles grues sur Caraïmo en 2022. C'est des bonnes nouvelles, effectivement. Souvent on dit que Franck Proust, qui est face à vous, a une vision, il a un regard visionnaire pour le territoire, mais vous avez aussi, pour le CHU de Nîmes, et souvent on le dit, une vraie vision pour le CHU de Nîmes. Vous, selon vous, quelle est la place de cet établissement dans le département, dans la région de demain? Alors, le sujet, c'est que le CHU est considéré comme un agent économique qui salarie, ce qui est déjà pas mal, 7300 personnes, donc premier employeur du Gard. Voilà, sachant que ça fait 20 000 âmes qui vivent sur ce foyer économique de 7300 salariés. Mais au-delà d'un agent économique, le CHU prétend, parfois avec une considération qui n'est pas à la hauteur de son rôle réel, prétend être non seulement un agent économique, mais un atout économique, c'est-à-dire être l'incidente d'un facteur de relance sur des secteurs connexes à la prise en charge et à l'activité hospitalière, comme la domotique, tout le rôle des entreprises dans le domaine du dispositif médical, de l'équipement à domicile de la personne âgée, sur des filières domestico-centrées, des entreprises qui sont des fleurons du département du Gard comme Bastille, on en avait parlé à votre émission, font l'objet de collaborations qui devraient être amplifiées et être facteurs de levier de relance sur des activités économiques et industrielles. Des leviers, c'est aussi finalement, dans tous ces projets de construction, de l'extension, c'est aussi toutes les entreprises non, mais de construction. Le message qui n'est pas toujours compris ou qui n'est pas encore largement diffusé, c'est que si on prend la thématique de santé et de service à la personne au sens large, c'est bien la première thématique de développement économique du Gard, devant l'agriculture et le tourisme. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut hiérarchiser ces thématiques, mais on n'a pas conscience qu'au sens large, avec l'ensemble des entreprises dans le domaine du service à la personne... 7300 salariés, on voit qu'effectivement ça fait un peu de monde. Non, mais avec les entreprises qui travaillent comme Bastille Médical et les entreprises qui travaillent dans le domaine de la gestion, y compris privée, des EHPAD et des services à la personne, on parle de 80 à 100 000 personnes, directement et indirectement. Donc on est sur 10% de la population du Gard. Donc on n'est pas sur une thématique de niche, contrairement à ce qu'on croit, avec un directeur invétéré, coincé dans son bureau et inconnu des acteurs locaux. On est sur quelque chose dont vous n'avez pas encore organisé suffisamment l'écho médiatique d'ailleurs, qui est un premier facteur de puissance économique et de développement dans le Gard. Et c'est la dernière en plus, donc c'est normal. C'est un point important. J'ai appris, et puis Franck Proust va peut-être pouvoir nous confirmer, que vous alliez peut-être devenir membre du conseil de développement, le futur conseil de développement de l'agglomération qui va être présidé par David Tébib.
Est-ce que c'est bien ça, Monsieur Proust? Oui, ça me paraît logique, comme vient de le dire Nicolas Best. D'abord, 7300 personnes, c'est la première entreprise du département. Bien évidemment. La filière économique est une filière à part entière. Vous savez qu'à l'époque, j'avais créé l'Institut méditerranéen des métiers de la longévité parce qu'on a une filière ici, c'est la Silver Economy. Et on a de la chance d'avoir Nicolas Best qui, au-delà d'être un très bon gestionnaire à l'hôpital, est un homme, vous l'avez dit, qui a une vision. C'est un directeur bâtisseur et qui construit l'hôpital de demain et qui correspondra aux besoins de demain de cette population. Avoir une infrastructure de santé qualité dans notre territoire, c'est un atout aussi dans le développement économique. C'est ce qui fait venir aussi des entreprises parce que, on dit toujours le prix du foncier et autres, mais qu'est-ce qu'on nous demande? Est-ce qu'il y a, quel est l'outil en matière de politique de santé? Quelle est la politique culturelle? Quelle est la politique sportive? Est-ce que vous avez un équipement de santé politique de l'habitat qui correspond aux besoins de nos cadres et de nos salariés? Et donc, comme dit Nicolas Best, c'est une filière économique importante. Et Nicolas Best a bien entendu toute sa place dans ce conseil de développement qui aura pour vocation à réfléchir et penser l'agglomération à 2030-2040. C'est ça aussi, c'est un peu le même rôle que le comité économique et social, c'est d'avoir des gens de la société civile, issus de plusieurs, des syndicats, les milieux de la santé et autres, qui permettent de réfléchir sur une problématique. Moi-même, je sensibiliserai le conseil de développement sur différentes thématiques pour avoir la vision de la société civile et prendre en considération les attentes de cette société civile. Pierre, je crois que tu avais une question pour Nicolas Best, oui, alors notre invité. Oui, je suis ravi d'entendre que le CHU fonctionne très bien. J'ai entendu parler des équipes parce qu'effectivement, en tant que citoyen, moi je suis assez inquiet du malaise qu'il y a dans les équipes, pas seulement à Nîmes, je sais que c'est un phénomène national. Donc voilà, vous entendre aussi pour ces questions de mal-être au travail, de quelques difficultés rencontrées, pas seulement à cause du choc du Covid, mais de manière plus structurelle. Est-ce que là-dessus, vous avez un regard particulier? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? Sur les 2 dernières années qui viennent de passer avec le Covid en particulier, sur la mobilisation du personnel soignant? L'hôpital en France ne va pas bien. Enfin, l'hôpital en France souffre. Et les équipes en première ligne, des choses sont faites, donc c'est aussi important d'entendre ce qui est mis en place chez nous en particulier pour répondre à cette souffrance. Avec le CHU et avec M. Best. Il faut une vision et il faut une continuité de l'action. Par contre, effectivement, il ne s'agit pas de nier les difficultés du moment. Donc on n'est pas sorti de 2 ans de crise qui ont mis à bout les équipes médicales et soignantes, mais aussi les équipes administratives et logistiques, parce que je vous prie de croire que la gestion de crise, ce sont des dispositifs qui normalement sont concentrés dans le temps, et là, ça s'étale dans la durée. Deuxièmement, effectivement, on a eu des années de plans de retour à l'équilibre nationaux, diminution des capacitaires, maîtrise budgétaire, maîtrise de la masse salariale. On se souvient du plan triennal, par exemple, et c'est pas toute couleur politique confondue d'ailleurs, puisque c'était du temps de Madame Touraine. Et donc, tout ceci, évidemment, a mis l'hôpital en tension, mais pas à bout, puisqu'on a toujours des ressources pour renaître sur des axes de développement et d'amélioration des organisations en continu. Simplement, effectivement, les personnels sont fatigués. Le signe inquiétant, c'est qu'il y a des soignants qui, au bout de 10 ans d'une carrière d'infirmière ou d'aide-soignant, quittent le métier pour faire autre chose, ce qui est bien un signe de perte d'attractivité de la fonction de soignante, au-delà de l'hôpital dans lequel elle travaille. Ce qu'on a essayé à Nîmes modestement, puisque ce contexte il est national, vous l'avez dit, c'est quand même d'avoir des dispositifs d'attractivité, d'intéressement, mais qui n'est pas que financier. L'intéressement doit aussi porter sur des dispositifs de reconnaissance mutuelle et collective, sur des mécanismes de bien-être au travail, d'amélioration des conditions de travail, d'où les investissements nécessaires en bâtiment, mais aussi en plateau technique, parce que l'environnement professionnel fait partie des conditions de travail. Et évidemment, on essaye à notre modeste place d'avoir une continuité d'action dans ces domaines. On n'est pas évidemment étranger au cadre budgétaire, financier, qui a permis aux hôpitaux d'abord de se développer, puis de s'optimiser. Mais évidemment, tout l'argent mis actuellement dans les différents volets de ce qu'on appelle le Ségur sur le volet social, c'est-à-dire les améliorations statutaires, le volet immobilier, les investissements, le volet biomédical, doivent être mis en œuvre rapidement pour donner des fenêtres de vision et d'espérance à tous nos personnels qui n'ont pas de perspective de sortie de crise. C'est ça le plus compliqué, c'est l'absence de perspective de sortie de crise. Commentaire rapidement, si vous avez une question également pour notre invité Nicolas Best. C'est une question, mais c'est aussi un message fort à porter. Je pense qu'il faut aussi avoir de notre côté une reconnaissance énorme et infinie pour tout le personnel soignant depuis 2-3 ans, qui sont mobilisés avec beaucoup de force, qui sont au bord de l'épuisement pour certains. Et je crois qu'effectivement, on s'est rendu compte avec cette crise-là
que finalement les métiers les plus importants dans notre pays étaient souvent les moins bien payés et les moins bien, en tout cas, traités. Alors plus au sommet de l'État, je ne parle pas de vous en général, mais je crois qu'il faut que cette crise permette demain à l'État, peu importe la couleur politique, de se rendre compte que le milieu de la santé, le secteur de la santé doit être beaucoup plus reconnu, et notamment le statut des infirmiers, des internes, qui pour moi en tant que jeune m'interpelle, parce que souvent je vois des internes qui me racontent leur taux horaire ramené au nombre d'heures qu'ils font et à leur rémunération, ou des infirmières qui font des heures. C'est pour ça que pour prolonger effectivement votre question, Corentin, on a eu l'occasion d'en parler particulièrement l'année dernière, parce qu'au plus fort de la crise, vous aviez engagé une stratégie de recrutement et vous avez recruté beaucoup de monde. On a recruté depuis mon arrivée en décembre 2018 800 personnes, 150 médecins et 650 soignants, mais aussi logisticiens, puisque tout l'environnement de l'hôpital concentré sur le support, ce qu'on appelle les fonctions support, est également nécessaire. C'est énorme, ça nous a permis, comme je le disais tout à l'heure, de doubler les lits de soins critiques, ça nous a permis d'augmenter les capacitaires d'autres services qui ont ouvert, comme le bâtiment neurosciences par exemple, et évidemment tout ceci se fait avec des dispositifs d'attractivité, parce que ces métiers sont des métiers en tension, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous pourvus dans les hôpitaux de la région, et pour les pourvoir, il faut être en capacité d'intégrer ces personnels dans des logiques institutionnelles et de reconnaissance collective, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est effectivement une politique nationale, hein. Moi je ne suis pas garant des statuts. Par contre, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a eu un effort très récent. La première paye du nouveau Ségur, c'est décembre, qui a augmenté les salaires des infirmières de plusieurs centaines d'euros. C'est jamais suffisant, mais il y a quand même un effort, puisque tout ça, c'est de l'argent public, hein, issu des dépenses de l'assurance maladie. On n'a pas tout rattrapé, mais on peut dire que on n'a pas tout rattrapé, mais il y a quand même des avancées significatives en cours. Il y a quand même une augmentation qui a été... Même si entre la décision et la mise en œuvre, il y a toujours des effets de retard et de latence. Merci beaucoup, Monsieur Best, en tout cas, d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions.